quand le titre m'a été donné de notre dialogue, parce que c'est un dialogue, c'est pas des monologues qui se suivent, quand on nous a donné le titre, c'était d'abord prendre son temps. Ce qui d'ailleurs est contradictoire avec le fait qu'on a quand même un impératif. C'est pour ça que j'ai mis une montre. Et prendre son temps, c'était un bon titre. C'était un bon titre parce que sur le moment, j'ai protesté, j'ai dit, pour moi la médecine, c'est d'abord quelque chose qui apprend l'urgence. Et l'urgence, c'est pas prendre son temps, c'est penser vite et agir vite. Et je trouvais même que c'était quelque chose que la médecine avait à enseigner à d'autres champs, en particulier aux politiques, qu'il y a des situations, politiques aussi, où il faut se dépêcher. C'est peut-être parfois une moindre rationalité, mais comme le disais-je savamment à mes amis politologues, quand un malade arrive en saignant, il faut d'abord arrêter l'hémorragie et ensuite on prend son temps pour se demander pourquoi. Oh là là, je suis désolée. Pourquoi il saigne? Ah, silence. Voilà. Pourtant j'ai appuyé sur silence. Oui, alors, donc l'urgence, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est quand même quelque chose que la médecine peut enseigner autour d'elle. En même temps, en y réfléchissant bien, j'ai fait un certain nombre de nuits d'urgence et la plupart du temps, les gens imaginent un service d'urgence comme une succession de catastrophes épouvantables, de morts. Oh, je ne sais pas avec je peux Merci. C'est une urgence. C'est une urgence. Donc, et en y réfléchissant bien, je récapitulais des souvenirs de nuits d'urgence et je me disais, y avait-il eu tant que ça, de véritables urgences. Et en fait, la plupart du temps, dans une nuit passée dans un service d'urgence où qu'il soit, on n'est pas bon, hein. C'est la machine, hein. C'est franchement la machine qui l'emporte. Non, mais j'ai un problème. Donc j'avais un problème et en récapitulant tout ça, je m'étais dit, mais la plupart du temps, dans une nuit, il y a plein d'événements qui n'ont rien à voir avec des urgences et effectivement des gens qui veulent écouter. J'ai tellement d'anecdotes, ça c'est la marotte des médecins, que je vous en donnerai juste deux petites. D'abord, c'est la personne qui arrive à 3 heures du matin en vous disant « ça fait 24 heures que j'avale pas ma salive ». Oui, bon. Ou bien, en pleine nuit, un appel, un mari m'amène sa femme, et quand je me précipite, il m'explique, elle s'est réveillée et elle a crié. Et après une petite minute de... Je crois qu'elle faisait un cauchemar. À vous penser? Très bien, merci beaucoup docteur. Et il disparaît. Je dis, la prochaine fois, quand elle fait un cauchemar, trouvez d'autres moyens que de l'amener à l'hôpital. Des histoires comme ça, je pense qu'on en a tous. Ça se présente comme une urgence et ça se termine en une urgence d'écoute. C'est tout. Alors quand ça survient à 3 heures du matin et que vous êtes réveillé, que vous avez traversé l'hôpital, une cour d'hôpital glaciale, c'est particulièrement désagréable. Mais rétrospectivement, ça explique bien, ça commande ce que Pierre vient de dire, c'est que l'hôpital est quelque part le lieu de toutes les détresses, quelles qu'elles soient, et elles se manifestent en particulier la nuit. De ce point de vue-là, les infirmières, les soignantes qui font des gardes de nuit ont un savoir tout à fait particulier. Il y a une infirmière qui a écrit un livre très beau dont j'aurais aimé avoir l'idée du titre avant elle, c'est « Le savoir de la nuit ». Eh bien, ce savoir de la nuit, pourquoi la nuit? Parce que précisément la nuit, il n'y a personne et que l'angoisse est plus forte et que, par conséquent, où va-t-on? Eh bien, curieusement, à l'hôpital. Alors, sur ce temps long,
je pense qu'il y a beaucoup à dire. Il y a aussi beaucoup à dire sur le temps de la convalescence. C'est quelque chose qui a été beaucoup réduit dans nos sociétés. En fait, on traite souvent par antibiotiques, justement, avec l'argument ça ira plus vite et la personne sera plus vite rendue à sa vie quotidienne. D'ailleurs, on fait des savants calculs pour savoir, on économise le temps d'absence dans un travail, le fait que soit le père, soit la mère désertent leur profession pour s'occuper d'un enfant. Donc si on accélère le tempo de la maladie, on va gagner. Et là, on en arrive déjà à cet élément de calcul qui domine, effectivement. Il y a le machinisme, il y a aussi cet élément de calcul qui est très important dans le cours de la médecine actuelle. C'est pour cela que c'est très... je suggère à certains qui ont le temps de relire un ouvrage écrit par une des premières infirmières, en tout cas peut-être la plus célèbre, Florence Nightingale. Florence Nightingale est une dame de la bonne société qui part à la guerre de Crimée et qui va en quelque sorte inventer la profession infirmière. Et elle l'invente avec les ingrédients qui ne sont pas vraiment techniques et médicaux. Elle applique aux soldats blessés en Turquie, au siège de Sébastopol, des recettes de femmes du monde et de mères de famille, c'est-à-dire s'occuper des blessés, mais pas seulement, et même pas du tout, parce qu'elle n'est pas chirurgien, mais leur apporter à manger, leur prendre la main, les écouter, et quand il n'y a plus grand-chose à faire pour eux, parce que ça va être bientôt fini, prendre leur dernière volonté et promettre d'aller voir leur famille pour dire leurs derniers souvenirs. Et quand elle écrit, quelques années plus tard, un livre sur la profession d'infirmière, elle développe beaucoup le fait que quand la médecine, c'est extraordinaire, la médecine guérit, mais elle ne guérit pas instantanément, il y a un temps de la guérison, il y a un temps qu'on a appelé à un moment donné le temps de la convalescence, et que ce temps doit être pris, et que justement le rôle des soignants est non pas d'estimer que alors que la fièvre est tombée, que l'appétit revient, ça y est, tout est dit, on va pouvoir triompher, mais pas du tout. Il y a une période incertaine où la mort rôde, où l'angoisse règne, et où par conséquent le rôle de l'infirmière par rapport au médecin, c'est un peu comme ça qu'elle le présente, se met au premier plan, parce que c'est elle qui va, c'était plutôt elle que lui, qui va gérer ce temps de la convalescence. Ce temps de la convalescence, nous savons, Marc Ferraud, l'historien, a fait des études pour dire que justement ce temps de la convalescence n'était plus prisé et plus estimé, même pas quantifié. Nous avons tous l'expérience de ces durées hospitalières qui se sont considérablement rétrécies. Avant, pour un accouchement normal, on restait volontiers une semaine. Sur le modèle du tiers-monde, là, on a considérablement réduit les durées d'hospitalisation, mais pas seulement pour les accouchements ou pour les hystérectomies, etc., mais même, par exemple, un cancer du col avec colectomie, le nombre de jours a rétréci. Pourquoi ? Parce que le temps doit être un temps utile, entendons bien un temps qui va rapporter en termes de gestes, d'actes. On a parlé tout à l'heure des actes et de cette comptabilité des actes, c'est une comptabilité financière. Plus il y a d'actes dans une journée, mieux c'est pour le budget de l'hôpital. Par conséquent, quand on sort de cette période bouleversée de la chirurgie et des premiers soins, on renvoie le malade chez lui. Et on assiste parfois à des choses incroyables par une espèce de malentendu. Lorsque le malade est hospitalisé et rendu à la vie civile, il pense qu'il est rendu à une vie totalement normale. C'est là une erreur qu'avait bien soulignée Florence Nightingale. Exemple, un patient qui a un cancer du côlon avec une colectomie importante est remis sur la voie publique. Qu'est-ce qu'il fait ? Au lieu de rentrer chez lui, comme en plus il n'a pas à la maison de famille ou de femme qui l'attend, il prend sa voiture et part dans sa maison de campagne. Et vous pouvez imaginer rétrospectivement la peur que l'on a à l'idée de ce type un peu flageolant, certainement un peu anémique, qui va prendre son volant et qui va faire 6 heures de route pour aller dans sa maison de campagne.
Dans un certain nombre de cas, ça se passe bien. Dans un petit nombre de cas, ça ne se passe pas bien. Il a un petit malaise, il perd le contrôle de son volant, et vous savez la suite. C'est là juste, par l'absurde, une démonstration que le fait de ne plus tenir compte de ces temps de convalescence et de guérison, de ne pas envisager la maladie dans son ensemble de A à Z, c'est-à-dire jusqu'à la restitution, sinon ad integrum, du moins un certain retour, une certaine normalisation, est quelque chose qui finalement peut coûter très cher en argent et en vie humaine. Pour terminer, je voudrais dire quelque chose à propos justement des passes et de la médecine des pauvres. L'hôpital est le lieu de toutes les détresses, il est aussi le lieu où pauvres et riches, c'est là un événement relativement récent dans l'histoire, viennent se faire soigner. L'attention aux patients individuels, c'est quelque chose qui est inscrit depuis les débuts. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de la médecine, mais depuis Hippocrate, Galien, Ibn Sina et Razi, on pense que le médecin doit s'occuper de son patient de façon très fouillée dans l'étude de son individualité. Et ceci, c'est un idéal qui a été formulé il y a plus de 20 siècles, à savoir s'intéresser à sa maladie, certes, mais aussi à tous les facteurs qui font d'un malade un être singulier, à savoir, bien sûr, son âge, son sexe, sa profession, son mode de vie, nomade, sédentaire, son revenu, ses préférences sexuelles, c'est dit explicitement par les médecins arabes médiévaux. Et ce savoir est un savoir qui, évidemment, suppose énormément de temps. Ce qui fait que cet idéal n'était guère approximé que dans un cas bien particulier qui m'a intéressé, qui est celui du médecin du prince. Le prince peut disposer d'un médecin qui est en quelque sorte à sa disposition et qui est 24 heures sur 24, l'idéal en quelque sorte, et qui va connaître à fond la personnalité et la personne de son malade, et ainsi promouvoir un traitement avec les moyens de l'époque, un traitement personnalisé, un traitement adapté à ce qu'on appelle aujourd'hui l'individualité biologique, c'est-à-dire l'individualité de son patient, mais au-delà du biologique, l'individualité tout court. Et le paradoxe, c'est que finalement, c'est cette médecine de riche, cette médecine du prince, qui au fond est aujourd'hui encore l'idéal pour nous. Autrement dit, c'est quelque chose qui a été formulé dans l'histoire comme un modèle en réserve. Et je dirais, pour terminer, qu'à propos des passes, les passes ne sont pas une situation d'exception. Les passes ne sont pas quelque chose de bizarre. Ils sont au centre des problèmes de l'hôpital et des problèmes de notre société. Autrement dit, les passes, et je souscris tout à fait avec les lignes d'introduction de la journée, les passes sont un terrain d'expérimentation, mais aussi quelque part un modèle, comme la médecine du prince, un modèle pour toute la société.